Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire Idées for Mobility. Aujourd'hui, on va parler d'acoustique pour la mobilité sous un angle optimisation des matériaux et application industrielle notamment. Euh, Juste petit rappel avant de lancer les intervenants d'aujourd'hui. Petit rappel sur Idées for Mobility, on est le pôle de compétitivité mobilité terrestre du Grand Ouest. On travaille sur Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, avec une mission forte, accélérer l'innovation et la transformation industrielle des acteurs de la mobilité, de la fabrication à l'usage. Donc on a des missions aussi bien sur le développement, l'innovation et l'Europe, et l'industrie et la croissance. On travaille aussi bien sur les véhicules, bien sûr, les services de mobilité, mais également les infrastructures de transport et l'industrie des mobilités. J'en profite pour vous parler de quelques événements qui sont prévus dans les prochaines semaines. Notamment, il y aura un autre webinaire demain où cette fois-ci, on parlera de recharge bidirectionnelle en collaboration avec le pôle de compétitivité Smart Power. Ensuite, un autre webinaire le vendredi 28 novembre. Cette fois-ci, ça sera l'occasion de détailler l'intérêt de rejoindre un projet européen. Et ensuite, un grand événement de notre pôle cette année, Néo-Mobilité, en Nouvelle-Aquitaine, qui aura lieu le 2 décembre. Je vous invite à aller voir sur notre site internet, tous nos événements sont disponibles. Et également aussi, vu que l'une de nos missions principales, c'est de travailler sur l'innovation, je vous rappelle aussi qu'il y a plusieurs appels à projets qui sont ouverts actuellement, notamment le soutien auto de BPI France, qui est vraiment axé sur la production de véhicules et d'infrastructures de mobilité. La partie espace de données également, qui est toujours ouverte actuellement, et l'appel à projet pionnier de l'intelligence artificielle également, d'autres relèves sont prévus dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur le sujet. Je vais arrêter le partage de mon écran et je vais pouvoir passer la parole à nos intervenants. Donc je vais commencer par Mourad. Je vais vous laisser prendre le partage d'écran et vous présenter et lancer justement votre présentation sur le sujet. Est-ce que c'est bon pour vous? Votre micro est coupé pour l'instant. Oui, c'est bon pour moi. C'est bon pour Ah, moi. et bien Mourad, parfait. Voilà, Je vous donne super. la parole. Parfait. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, merci pour l'invitation, hein. Donc, j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet qui concerne l'acoustique comme outil de caractérisation avancée des matériaux. Donc, je me présente, je suis Mourad Bentar, enseignant-chercheur au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans. Je travaille sur les ultrasons, sur la caractérisation non destructive des matériaux essentiellement. J'ai une autre casquette de président régional de la Confédération française des essais non destructifs pour le Grand Ouest. Je collabore dans le cadre de différents travaux de recherche avec différents industriels. Et donc, je vous présenterai aujourd'hui voilà, certains résultats qu'on a obtenus, que j'espère vous intéresseront et permettront de développer ou d'engager des discussions autour des résultats et puis même au-delà. Donc, je présente d'abord le laboratoire d'acoustique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans regroupe 170 personnes. Donc, c'est l'un des plus grands laboratoires d'acoustique de recherche en Europe et puis au monde. Il y a à peu près 60 chercheurs et puis d'enseignants-chercheurs. Nous avons une soixantaine d'étudiants en thèse, en doctorat, dans différents domaines et puis 20 personnels pardon, de soutien voilà, pour la recherche. Il y a trois équipes essentiellement dans le LOM. Il y a l'équipe transducteur, l'équipe matériaux et l'équipe ondes des structures. Et les activités caractérisation des matériaux se focalisent ou s'effectuent essentiellement dans la partie matériaux. Pardon. Pour être plus précis, les activités du LOM se concentrent essentiellement autour des matériaux poreux et des métamatériaux, les matériaux granulaires, hein, consolidés et non consolidés. Les activités, contrôle non destructif et puis caractérisation par ultrasons s'effectuent de manière contact ou ultrason R avec les ultrasons appliqués aux microstructures et puis l'imagerie ultrasonore.
Et puis après, pour les matériaux dont les dimensions sont beaucoup plus petites, nous utilisons des techniques ultrasons laser, voilà, pour caractériser les matériaux de dimensions, des matériaux multicouches notamment, donc dimensions qui sont très faibles. Nous travaillons également avec l'équipe en des structures donc sur les ondes guidées, sur l'activité aéroacoustique et puis de l'acoustique musicale également. Il se trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre l'aéro et puis l'acoustique musicale et la vibroacoustique, voilà, des matériaux et puis des structures également. Et puis en dernier, il y a l'équipe transducteur qui travaille sur les capteurs et puis les transducteurs. On fait du froid et du chaud avec le son, c'est l'activité thermoacoustique. L'acoustique des microsystèmes avec la salle blanche qui est présente au niveau du laboratoire. Puis après, l'activité transversale qui concerne toutes les équipes, voilà, donc qui est le traitement du signal et l'instrumentation, voilà, donc qui est dans l'équipe transducteur, mais qui est transversale à toutes les autres équipes. Voilà, donc pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site du laboratoire qui est indiqué ici, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus amples questions. Très bien. Alors j'entame ma présentation à travers la présentation du contrôle non destructif qui est très utilisé donc, dans l'industrie sur différents types de matériaux et différents domaines, donc notamment l'aérospatial, l'automobile et puis le naval, le ferroviaire également, je ne l'ai pas cité, mais voilà, donc il y a le génie civil également qui fait partie des méthodes de contrôle non destructif. Et quand on s'intéresse aux ultrasons, cela se passe par la connaissance des ondes élastiques dans les solides. Donc un très bref rappel de ce qu'on entend par ondes élastiques. Donc les ondes élastiques, en fait, ce sont les vibrations haute fréquence qui sont émises dans les matériaux, voilà, qui se regroupent en différentes familles. Donc, il y a la famille des ondes de volume. Alors là, nous avons des ondes de compression, voilà, qui vont comprimer et dilater la matière à très haute fréquence. Ou alors, nous avons des ondes transversales qui sont ici, qui sont des ondes de cisaillement. Donc, les deux sont liés à des paramètres essentiels des matériaux, tels que le module du Young, le module de cisaillement ou autre et qui permettent en fait d'interagir avec les micro-particularités ou micro-constituants des différents matériaux et structures de manière à obtenir des échos, voilà, tels qu'on peut le voir ici, voilà, en présence et en l'absence de défaut. Ici, quand il n'y a pas de défaut, par exemple, j'ai un écho de fond, voilà, donc de la pièce qui est là, mais quand il y a un défaut en T2, j'ai un écho intermédiaire, voilà, qui peut être utilisé notamment pour faire des imageries tel qu'on peut le voir ici, donc une imagerie en C-scan ultrasonore en effectuant un balayage suivant une surface donnée du matériau. Les ondes, d'autres types d'ondes, c'est les ondes guidées. Alors là, pour la première partie, c'est lorsque la longueur d'onde utilisée est très petite devant les dimensions du matériau, mais lorsque la longueur d'onde est de taille équivalente, notamment par exemple à l'épaisseur de certaines plaques, alors quand je dis plaques, c'est plaques, mais également des structures tubulaires, des tuyaux par exemple, à ce moment-là, nous générons ce qu'on appelle des ondes de lampe, des ondes guidées par l'épaisseur. Et ces ondes guidées, en fait, peuvent être aussi bien symétriques, c'est-à-dire les deux parois de l'épaisseur vont vibrer de façon symétrique, comme s'il y avait un plan miroir en T2, ou alors elles peuvent vibrer en flexion, tel qu'on peut le voir ici. C'est ce qu'on appelle les ondes antisymétriques. Mais expérimentalement, nous, on a affaire à des signaux qui ressemblent à ça, et c'est à nous de créer les conditions expérimentales qui permettront en fait de favoriser l'un des différents modes, ou alors tous les modes à la fois, et puis surtout les suivre en fonction de leur évolution, notamment en fonction de la fréquence. Ce sont des modes qui sont dispersifs, qui changent en fonction de la fréquence, et donc cet élément-là devient très important dans la caractérisation des matériaux par onde de lampe. Il y a une autre façon de voir les choses. On peut suivre soit la vitesse en fonction de la fréquence, soit on représente le nombre d'ondes en fonction de la fréquence. Je présente juste cette figure parce que je vais l'utiliser par la suite, hein, mais je ne pouvais pas rentrer dans tous les détails, mais je pourrais très bien répondre aux questions, voilà, si cela voilà, est nécessaire. Alors, quelques résultats, pour aller au-delà de ces définitions. Nous avons travaillé sur la caractérisation de l'adhésion issue d'un soudage thermoplastique. Ce travail est en collaboration avec l'IRT Jules Verne, Safran, Daher, Airbus et puis le laboratoire d'acoustique. Alors, il y a plusieurs procédés de soudage dans les composites, qui est une thématique qui est très à la mode et puis très, très pratique pour l'industrie. Donc, nous avons deux matériaux composites qui sont là. Et puis, on peut voir la couche de soudage qui est là, et qui représente notamment par endroits des migrations de fibres
Voilà, et puis une couche en fait qui n'a pas forcément une épaisseur constante. Alors ce qu'on veut savoir aujourd'hui, ce n'est pas s'il y a des bulles d'air ou pas, parce que ça on sait déjà le faire avant. Ce qu'on veut savoir, c'est quel est le module élastique de rigidité au niveau de l'interface. Et sans que cela ne soit en fait, sans que cela ne soit de manière pas applicable à l'échelle industrielle et tel qu'on peut le voir ici. Donc ici, on a favorisé donc l'utilisation d'un système ultrason air. Donc le matériau, il est suspendu, voilà, ici. Et puis après, nous avons deux capteurs, un émetteur et un récepteur, qui vont générer des ultrasons donc dans l'air d'abord, puis après rentrer dans la couche de soudage et le matériau composite pour sortir de l'autre côté. Et le capteur récepteur, en fait, il peut balayer, il peut faire un scan linéaire. Et ce scan linéaire, il va afficher un signal qui va être comme ceci. Et cela nous permettra d'avoir des courbes de dispersion telles que les courbes que j'ai montrées tout à l'heure. Et donc, pour aller un peu plus loin dans cette analyse, hein, donc ça, j'ai fait un zoom sur l'émetteur et le récepteur et le matériau qui est au milieu. Et ça, ce sont les différents modes qu'on a générés, les modes symétriques et antisymétriques A. Et cela, en fait, dans un premier temps, nous a permis de remonter aux vraies caractéristiques du composite. Alors, les industriels, bien sûr, ils vont nous donner les données, on va dire, brutes de différentes couches des matériaux composites, mais elles ne sont pas collées. Mais quand elles sont collées, en fait, la structure entière va changer de propriété, bien évidemment. Et nous, en fait, à travers ces mesures, dans un premier temps, on peut déjà remonter aux propriétés élastiques globales du matériau collé, voilà, donc avec de l'époxy. Ensuite, nous avons pris différents matériaux, donc un matériau à l'état initial et des matériaux en fait dégradés, voilà, petit à petit. Ce que vous voyez ici en couleur, ce sont des scans avec des ultrasons classiques en nombre de volume qui permettent de voir un petit peu bon, qu'il y a des zones d'endommagement qui sont plus ou moins étendues au centre de la plaque. Et en fait, la rigidité qui est ici mesurée en kilonewtons, cette rigidité, la composante normale est tangentielle en fait du module de rigidité est calculée, voilà, est mesurée avec le mode A0 par exemple, pour deux fréquences, pour ces différents matériaux. Donc on peut voir déjà que le matériau qui est intact, en fait, il a la rigidité la plus élevée, donc que ce soit en normal ou en tangentiel, et que les matériaux qui ont des niveaux de dégradation qui vont évoluer d'une épaisseur ou alors d'une largeur de 5, 15 et 20 mm, ben, en fait, vont être également donc, caractérisés. On voit bien que le module ici, il va décroître en fonction de on va dire, de la grosseur, si vous voulez, de l'endommagement. Voilà. Donc ça c'est un résultat qui est cohérent avec ce qu'on a trouvé ici. Et on a eu d'autres travaux aussi que je ne présente pas ici, qui ont permis en fait de comparer les modules mesurés avec des essais mécaniques destructifs, voilà, donc du type Lapshire, hein, voilà, ou alors de Cisane. Voilà. Donc ça, je peux très bien répondre à d'autres questions, voilà, si c'était nécessaire. Un autre résultat qu'on a effectué en collaboration avec l'IRT Jules Verne et Gustave Eiffel concerne le déploiement d'un réseau de capteurs sur, par exemple, un bout de pale d'éolienne. Donc, on va faire une espèce de tomographie, en fait, qui va concerner il y a à chaque fois un émetteur et tous les autres capteurs sont récepteurs. Puis après, on fait tourner donc l'algorithme. Donc, ça, c'est le bout de pale d'éolienne. Ça, c'est les capteurs qu'on a utilisés. Et ça, c'est l'endommagement qui a été ici trouvé. Et en fait, à partir de là, on enregistre énormément de signaux. Et ces signaux-là, en fait, avec des algorithmes d'imagerie, vont permettre d'imager et de localiser la zone d'endommagement qu'on peut voir ici et qu'on peut retrouver dans l'imagerie ultrasonore par onde guidée, voilà, tel qu'on peut le voir ici. Ce travail-là, en fait, a permis également, en fait, d'aller au-delà des structures qu'on peut avoir en laboratoire. Ça, c'est une poutre IPN en composite, donc qui a été donc endommagée par un essai de flexion en 4 points. Dans un premier temps, avec le système vibromètre 3D du laboratoire, donc on a réussi donc à suivre la propagation des ultrasons et déterminer la symétrie donc du composite donc à ce niveau-là, qui par la suite en fait a été instrumenté par un réseau de capteurs. Et ce réseau de capteurs, en fait, il a réussi à détecter, à envoyer et recevoir des signaux donc, dans des régions où l'endommagement était important. C'est-à-dire, on voit ici la fissure se propager. Et en fonction, pardon, donc, des différents chargements, donc là, on voit bien que l'imagerie, elle permet
en fait de suivre l'évolution, l'étendue de la fissure lors de l'endommagement, voilà, moyennant les signaux, bien évidemment, qui ont été détectés dans les différentes directions de propagation. Nous avons également travaillé sur la caractérisation de la corrosion, donc du bronze campanaire, par onde guidée. Donc ça, c'est en collaboration avec le laboratoire LISA de Paris, qui nous a fourni en matériaux et puis corrodés et non corrodés. Et l'idée, c'était en fait de modéliser à travers des ondes qu'on appelle SH, donc horizontales transversales guidées, donc la couche du matériau ainsi que les couches de corrosion, pardon, qui ont été effectuées de part et d'autre dans ce cas-là. Donc, et cela a permis, en fait, à travers la modélisation et puis l'étude expérimentale, de remonter à l'épaisseur de la couche de corrosion qu'on peut voir, donc, qui est de 200 microns à peu près, voilà, et avec ce modèle théorique, voilà, et puis à travers une interpolation, voilà, en déterminant la fréquence de coupure. Donc ça, c'est l'une des applications qu'on peut avoir également avec les ondes guidées. Autre mesure pour ce travail-là qui est intéressante, qui est en fait de pouvoir séparer un échantillon intact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fissure, un échantillon corrodé avec fissure, un échantillon corrodé sans fissure et un échantillon corrodé avec fissure. Donc en gros, on a quatre états. Voilà. Et en fait, en définissant des paramètres qu'on appelle acoustiques non linéaires, on arrive à travers ce traitement, voilà, donc de ces signaux-là, on arrive en fait à faire la différence entre le matériau intact qui n'a pas de fissure, le matériau en magenta qui en fait qui est corrodé mais qui n'a pas de fissure, le matériau en fait qui a que la corrosion et le matériau qui a et la corrosion et la fissure qui est là. On peut même améliorer ce résultat. Ce résultat-là, c'est la courbe qui est en bleu. On a réussi à l'améliorer en définissant un paramètre non linéaire d'un ordre supérieur et qui permet en fait de voir que lorsque j'ai une corrosion avec fissure, ben, la fissure, sachant qu'elle a été créée par corrosion, et donc là, on peut très bien avoir une sensibilité qui est très importante par rapport aux paramètres que j'ai trop ici. Il est également possible avec des ultrasons d'onde de volume d'utiliser, on va dire, la diffusion du nom du sonore dans un matériau aussi complexe que le béton polymère. Alors ce béton, il a été endommagé partiellement par une acier de flexion 3 points. Mais cet endommagement, en fait, il est dirigé dans cette direction-là. Et donc j'ai bien une anisotropie de l'endommagement. Et nous, en fait, à travers ce travail, ce qu'on a montré ici, c'est en fait, c'est que lorsque je fais vibrer dans ce plan-là et dans ce plan-là, donc le matériau qui est déjà microfissuré, je ne vais pas avoir en fait la même réponse acoustique. Et donc, dans cette direction-là, la fissure, en fait, je vais essayer un peu de l'ouvrir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà mes mains. Ou alors, je vais essayer d'exciter la fissure en cisaillement. Et dans les deux cas, je peux voir qu'à travers le système ultrason R que j'ai ici et le pot vibrant en même temps, que je peux améliorer en fait l'imagerie et la localisation de l'endommagement de flexion 3 points, rien qu'en jouant sur le plan de vibration on va dire, de l'échantillon qui a été préalablement endommagé. Là, on voit bien que sur l'onde balistique, celle qui arrive en premier, il n'y a pas de différence entre les deux signaux avec ou sans résonance. Je vois bien que ça se superpose. Mais par contre, lorsque je m'intéresse à ce petit bout de signal qui est qu'on appelle l'onde multidiffusée, là je vois qu'il y a un décalage entre les deux, et c'est ce décalage-là qui a permis en fait d'avoir l'image, voilà, donc qui est ici contrastée, et celle-là également. Autre résultat sur donc, un composite métallique, donc c'est de l'acier inox chargé de carbure de titane avec collaboration avec Megachrome. Et ce résultat-là, il montre que lorsque j'ai une résonance, en fait, on excite le matériau autour d'une fréquence de résonance. Et lorsque, en fait, il n'y a pas le matériau il est intact, je vois qu'il n'y a pas de décalage de la fréquence de résonance en fonction du niveau d'excitation et qu'il n'y a pas vraiment d'une harmonique seconde, ça n'existe pas. Mais lorsque ce matériau-là, il est endommagé avec un essai de fatigue, je vois que la fréquence de résonance se décale et que l'harmonique 2 qui était absente à l'état intact, en fait, elle est créée, mais elle est également décalée. Donc ça, c'est une signature qui est importante. Voilà pour ce matériau qui est hyper complexe et très rigide d'ailleurs, et que, en fait, lorsqu'on s'intéresse donc, au suivi en fonction du nombre de cycles de fatigue de ce matériau-là, on voit bien que
Lorsque le matériau il est intact, ben, ça ne bouge pas, voilà, pour les différentes fréquences. Et lorsque j'ai 1000 cycles de fatigue, ben, je vais avoir des valeurs qui sont plus ou moins faibles, voilà, qui sont là. Et que à mesure que le cycle de fatigue augmente, ben, je vais avoir des paramètres en fait, qui vont être très supérieurs de plusieurs ordres de grandeur. Ici, je suis à 10, là, je suis à 1000 par exemple. Voilà, donc qui permettront en fait de détecter avec beaucoup plus de sensibilité les effets de microfissuration relatifs donc aux essais de fatigue qui ont été appliqués. Euh, et là, je passe donc à la dernière partie de la présentation, qui sont les méthodes ultrasonores passives. Alors, les méthodes passives, c'est que je déploie des capteurs sur une surface, j'applique donc une charge, et à chaque création de microfissure, je vais avoir un signal qui ressemble à ça. Et ces signaux, en fait, je vois qu'ils sont nombreux en fonction du chargement. Et chaque signal est porteur d'une information qui est relative au type de fissuration. Et donc, du coup, je vois bien que ici, par exemple, il y a cette fissuration, en fait, cette signature acoustique, elle peut changer, voilà, d'un signal à l'autre. Et l'idée ici, c'était de faire en fait une analyse, une classification non supervisée donc de tous les signaux d'émission acoustique et les relier en fait aux différents mécanismes donc de fissuration. Alors là, c'est un exemple sur le béton polymère, mais ça aurait pu être sur un composite par exemple. On a des résultats également sur les composites, voilà, où je vois que j'ai essentiellement trois mécanismes, voilà, qui ont été donc identifiés dans ce résultat-là. Voilà, fissuration au niveau de la matrice, voilà, donc l'interface entre la matrice et le gravier, ou alors l'interface entre enfin, les grains de sable et puis la matrice. Et récemment, en fait, on est allé au-delà de cette analyse. Donc, on ne dit pas uniquement ce qui s'est passé au niveau donc de la fissuration, mais on s'intéresse aux modes de fissuration. Donc, les modes de fissuration, il y en a deux essentiellement. Je peux soit créer des fissures par traction ou compression, ou alors je peux créer des fissures par cisaillement. Et donc, en fait, ces fissures-là, donc, ils ont des signatures qui sont différentes. Et nous, notre rapport, en fait, parce qu'il y avait des méthodes qui étaient basées sur les formes temporelles des signaux, et ce travail-là a eu pour avantage, en fait, de s'intéresser aux composantes fréquentielles et augmenter encore plus en sensibilité. Et donc là, on voit bien que, donc en fonction du domaine fréquentiel voilà, déterminé, donc on voit bien que les essais par moment, ce sont les essais, pardon, les mécanismes de tension qui vont l'emporter. À une étape intermédiaire de chargement, je vais avoir moitié-moitié, moitié cisaillement, moitié tension. Et puis à la fin de l'essai mécanique, en fait, je vais avoir beaucoup plus de paramètres qui seront liés donc au cisaillement qui vont mener le matériau à la ruine finale. Et le dernier résultat, en fait, a été la prise en compte de ces mesures qui ont été effectuées en laboratoire. On les a mis dans un viaduc donc long de 900 mètres à Amiens, c'est viaduc Jules Verne. Donc, c'est une collaboration avec le groupe Osmos. Donc, le groupe Osmos, il a des capteurs à base de fibre optique qui arrivent à mesurer la déformation et que ces capteurs à base de fibre optique, nous, on a mis des capteurs d'émission acoustique juste à côté et à chaque passage, les déformations qu'on peut voir ici. Donc, j'ai en fait des signaux d'émission acoustique qui vont apparaître à ce moment-là et que notre rapport a été de pouvoir, en fait, à travers les mesures acoustiques, donc contribuer donc, à la séparation du poids des véhicules. Donc là, c'est les véhicules lourds qui sont ici et les véhicules légers, voilà, qui sont dans cette partie-là. Voilà, donc ça, c'est donc il y a des opérations de pesage qui se font sur les ponts. Et donc là, c'est l'apport, par exemple, de l'émission acoustique par rapport à ça. Et pour finir cette présentation, parce que là, je pense que voilà, il faut finir. Donc, quelques perspectives. Donc, ce qu'on peut faire avec ces méthodes, c'est par exemple, ça peut s'appliquer à la caractérisation des batteries. Voilà, donc, pour ce qui concerne donc, les transports. Donc, on peut s'intéresser également en appliquant l'émission acoustique donc, au monitoring des réservoirs. Voilà, en localisant, détectant, et puis après en caractérisant en fonction des modes de fissuration. Et puis en dernier, développer des méthodes de maintenance préventive. Alors ce qu'il faut savoir, j'ai trouvé cette courbe-là qui est très intéressante, qui montre que en fait les ultrasons, voilà, commencent à donc en fonction donc l'endommagement final des matériaux, ce sont les ultrasons qui peuvent détecter les premiers indices en fait de fissuration avant que la vibration ou alors les niveaux audibles ou alors les niveaux d'échauffement, etc. ou de perte de paramètres mécaniques commencent à prendre le pas à la fin, donc vers les derniers stades d'endommagement. Voilà.
Mais dans les premiers stades d'endommagement, ce sont vraiment les ultrasons qui peuvent détecter des choses, voilà, qui ne sont pas des mots. Donc, je vous remercie hein, pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très claire et très complète avec justement le panel des possibles et surtout pour cette transition parfaite pour nos deux prochains intervenants qui vont notamment parler de caractérisation réservoir et de maintenance. Donc comme ça va permettre de passer la parole à Marc. Marc, vous pouvez prendre le partage de l'écran et vous présenter et présenter vos travaux sur le sujet. Alors, oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, je ne sais pas si j'ai le partage là. Si, c'est bon, ça fonctionne. L'écran C'est bon, est. ok, parfait. Donc, Marc Jaouen, je suis ingénieur d'études à l'Université Bretagne Sud sur le plateau technique compositique. Alors, est-ce que ça fonctionne au niveau du passage des diapos? Voilà, c'est bon. Donc, nous sommes situés sur la côte sud de la Bretagne, à côté de Lorient. Compositique est un plateau technique donc, qui est associé à l'Université Bretagne Sud. Donc, on a un premier étage qui est composé des laboratoires de l'université, donc recherche typiquement académique. Compositique qui est un plateau technique entre les deux, donc on travaille plutôt sur des phases de pré-industrialisation et de la preuve de concept. Et on a également une structure qui est une structure privée, qui s'occupe plus du prototype fonctionnel et de la production de petites séries pour accompagner les industriels vers la mise en application des concepts qui auront pu être mis en évidence avant. Notre travail, il est sur le transfert technologique de polymères et composites depuis 2013. Nous travaillons soit en projet collaboratif, soit en prestation de services, soit en mise à disposition de machines. Nous avons une équipe de 15 ingénieurs et docteurs en matériaux. Les compétences sont sur la formulation de matières semi-produits, sur la mise en œuvre, fabrication additive et fabrication conventionnelle, sur la caractérisation, sur du design numérique, sur la valorisation au recyclage et sur l'étude de l'impact environnemental, notamment des matières plastiques. Notre savoir-faire, il est essentiellement basé sur la fabrication additive et sur le placement automatique de fibres. Donc, on dispose de plusieurs robots qui nous permettent de travailler sur ces sujets. On travaille également sur la formulation de semi-produits, donc que ce soit des fils d'impression ou des semi-produits destinés aux matériaux composites. Et on travaille donc sur des aspects de mécanique, de thermique, de rhéologie, des aspects de dimension compositionnelle, de morphologie, avec des essais de traction, flexion, fatigue, ATG, DSC, DMA, taux de dispersion de fibres, et notamment on travaille on a la possibilité d'avoir un microscope électronique à balayage pour compléter nos essais et des moyens de topographie qu'on ne dispose pas en propre, mais qu'on peut mobiliser facilement. Donc les applications, c'est beaucoup nautisme, aéronautique, automobile, médical et design pour l'instant. Et effectivement, il y a une volonté de l'établissement de s'orienter vers l'hydrogène, qui est le sujet sur lequel je travaille, moi, avec ma collègue Monia Grabo. Donc très rapidement sur les réservoirs, donc il y a 4 familles de réservoirs, et donc de type 1 à type 5. Les 3 premiers, type 1, type 3, comportent des éléments métalliques avec un liner qui va en s'amincissant, plus le type augmente. Et en type 4, on remplace le liner métallique par un liner composite, par un liner polymère, pardon. Et le type 5, pour l'instant, c'est encore des choses qui sont en cours de développement et qui, pour l'hydrogène en tout cas, ne sont pas des choses abouties. Donc ce qu'on propose, ce sont des essais sur la matière, des essais de caractérisation des matériaux. On propose également, nous on a la capacité de tester les réservoirs, donc ce qu'on voit ici sur la machine sur laquelle nous opérons, Monia et moi, au quotidien. On a la possibilité de proposer la fabrication du réservoir et l'essai dans un rayon géographique de moins de 50 km. Donc fabrication du liner, fabrication de l'enroulement filamentaire et essai du réservoir.
Voilà, donc ce qui permet de simplifier la chaîne logistique et de raccourcir les temps et les incertitudes. Voilà donc un peu le process qu'on peut appliquer sur un réservoir. Donc on fait une première modélisation avec un logiciel dédié. Issu de cette première modélisation et d'une analyse en éléments finis, on va venir rechercher des matériaux adaptés au projet. On va pouvoir effectuer la fabrication, faire l'essai, que ce soit de l'essai enfin que ce soit de l'essai de burst ou de l'essai de fatigue, avec des instrumentations autour, et ensuite alimenter une corrélation numérique physique avec les éléments qu'on aura récupérés de ces essais. Donc l'objectif principal en termes de réservoir, c'est d'éviter ce qui est en train de se passer à gauche, c'est-à-dire une éjection d'une extrémité. Donc là, on a... Alors, j'arrive pas... Pardon, excusez-moi. Voilà. Je vois que la modélisation d'un élément fini, elle n'est pas forcément en train de se dérouler en même temps. Bon, normalement, on devrait voir sur le petit graphe de gauche la progression des endommagements. Donc ça, on a vu. Et sur la partie de droite, donc je vous montre d'abord voilà, ce que le modèle numérique a donné et ce qu'on obtient ensuite en essai réel. Voilà. Et là, c'est clairement ce qu'on cherche, en fait, une destruction en virole pour éviter l'éjection d'une extrémité du réservoir qui ne peut pas avoir des effets balistiques problématiques. Donc notre cellule d'essai, elle est située à peu près 100 km du plateau technique, dans le bâtiment que l'on voit ici. Donc on réalise les essais. Alors on n'est pas sur des essais certifiants, on est sur des essais préalables à la certification. Selon la norme, la régulation R134, donc avec une pression hydraulique maximale de 2000 bars. Des essais en pression, des essais en cyclage et des essais personnalisés, c'est-à-dire qu'on peut définir en fait un mode de cyclage personnalisé avec des paliers, des temps d'attente, des temps de montée, des temps de descente qu'on détermine nous-mêmes, des vitesses de montée de descente à pression qui sont comprises entre 2 et 340 bars par seconde. On a un montage vertical du réservoir de manière à homogénéiser les contraintes au repos sur la périphérie du réservoir. Et on travaille avec de l'eau et à température ambiante pour le moment. Voilà. Donc la mise en pression se réalise par la panoplie hydraulique qui se trouve en bas. Et on a donc un maintien dans les 3 dimensions sur la partie basse et un glissement autorisé en Z sur la partie haute pour ne pas contraindre le réservoir lors de sa dilatation. Lorsqu'on n'a pas de réservoir qui est adapté à nos équipements hydrauliques, on réalise les connecteurs d'adaptation pour chaque réservoir. Cette chambre d'essai est équipée avec 9 systèmes de corrélation numérique d'image Gamma Ramis. Donc chaque système est composé de 2 caméras, d'un projecteur et d'un ordinateur. On a 3 faces de l'hexagone qui sont équipées, donc chacune des faces nous permet d'avoir un champ de vision d'à peu près 40 degrés sur le réservoir, donc situées chacune à 120 degrés d'intervalle. On a des fréquences d'image qui sont entre 1 et 10 Hz et une résolution de caméra donc, qui est donnée ici à 1224 pixels par 1234. En complément de cet équipement corrélation numérique d'image, on a également 120 capteurs acoustiques. Donc on est, nous, sur le champ audible, en fait, 20 Hz, 20 kHz, 20 microphones par face. Alors effectivement, comme le disait Mourad Bentahar, hein, effectivement, on est sur le spectre audible. Nous, ce que ça nous apporte, en fait, c'est que ça nous permet de localiser sur la surface du réservoir l'événement acoustique qui témoigne en fait de la fragilisation de la structure. Voilà, de manière précise, avec une acuité d'à peu près 1 cm². Voilà, donc ensuite, avant la destruction du réservoir, on va stopper la montée en pression et on va pouvoir ainsi confier à la tomographie la partie du réservoir qui nous intéresse pour réduire les frais de tomographie. Donc la fréquence d'échantillonnage, elle est assez classique sur du signal audio, elle est entre 48 kHz et 192 kHz.
À ces deux dispositifs de mesure, on peut ajouter des jauges de déformation, des capteurs piézoélectriques classiques au contact, et des caméras de suivi, donc qui nous permettent d'enregistrer tous les essais en vidéo classique compressée MP4. Nous, ce qu'on aimerait réussir à faire, c'est d'enrichir avec une caméra haute vitesse pour vraiment avoir le détail en fait lors du burst des modalités d'explosion. Alors c'est un équipement qu'on est. Alors je vous montre juste un essai, voilà, et puis on va développer un petit peu plus après. Voilà. Donc un essai jusqu'au burst, c'est que ça se produit dans notre chambre. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est on est juste en train de prendre en main en fait le dispositif. Donc je reviendrai un petit peu sur nos souhaits derrière. Donc reconstitution de la surface. Donc on a un système qui nous permet de reconstruire la surface avec un scan 3D. Donc on a des outils de calibration qui nous permettent voilà de coordonner nos images et de les régler. On projette des franges parallèles sur le réservoir. La mesure de distorsion des franges nous permet de définir le réservoir, et puis on voit quand même bien les phénomènes de drapage. Et ici, le réservoir qui était concerné était équipé de capteurs d'émission acoustique au contact. Et on reconstitue la surface avec un logiciel dédié. Au niveau de l'acoustique aéroportée, on obtient en signal brut ce genre de graphe. Donc on a jusqu'à 120 signaux différents, puisque 120 capteurs, chacun est enregistré. Et ça nous permet voilà, de localiser ici sur la surface en fait la zone où les zones où les défaillances vont se produire. Donc la principale, elle va se produire ici. Et ensuite, on peut voilà, faire des études. Donc ça, c'est un réservoir qui sort de fabrication. Ça, c'est un réservoir qui a été soumis à une pression de 1050 bars. Et ça, c'est un réservoir qui a subi 6700 cycles de fatigue. Voilà. Donc, avec ce système de localisation, on va pouvoir prélever un échantillon et aller chercher dans l'échantillon les éléments qui nous intéressent dans la structure composite. Donc, ce qu'on obtient en synthèse par exemple, sur un essai, c'est qu'on a, donc ici, on a le début de la mise en pression, ce qu'on appelle le tamponnage ici, et ici, on a les éléments, les premiers éléments qui lâchent, en fait, dans la structure, et jusqu'au burst ici. Voilà. Donc, l'émission acoustique spectre audible en fait est utilisé beaucoup en industrie, on le voit en automobile ici, pour ce qui est design acoustique de l'habitacle, pour ce qui est le niveau d'émission sonore au niveau du compartiment moteur, le comportement aérodynamique également ici, et on voit ici sur un train, voilà, sur les nuisances sonores qui sont générées par le passage d'un train, notamment au niveau des caténaires. Nous, voilà, stéréocorrélation d'images, on revient un petit peu en détail. Donc voilà, on obtient en fait des images comme celle-ci. On vient créer notre projet. Donc ici, on a nos 3 familles d'images qui sont positionnées sur un modèle 3D. On génère les composants et on vient faire l'analyse de déformation ici. Donc on retrouve ici, en fait, voilà, sur une mise en pression, les déformations les plus importantes qui se trouvent ici et là, pour cet élément-ci, et pour cet essai-là, on voit bien que la déformation commence à se produire ici, qui est le siège du début de détérioration du réservoir. Les enjeux scientifiques, c'est de comprendre le comportement du stratifié épais soumis à une pression interne, et notamment à la pression, mais aussi à la pression en fatigue. D'établir des modèles et des lois d'homogénéisation et de localisation adaptés à l'enroulement filamentaire, de créer des dispositifs d'essais semi-structurels. Donc, on crée des dispositifs d'essais semi-structurels déjà pour commencer à déblayer le terrain. On fait des essais de cyclage sur la traction brute, et ensuite on passe à l'essai réservoir. Voilà. Nous, ce qu'on aimerait, alors c'est un équipement, la chambre d'essai, c'est un équipement qu'on est en train de prendre en main. Et donc, on aimerait effectivement
améliorer notre connaissance de ces outils-là et surtout des apports combinés qu'on pourrait avoir entre l'émission acoustique au contact et l'émission acoustique dans le spectre audible qu'on utilise aujourd'hui pour la localisation sur les réservoirs. Voilà, j'ai terminé pour ma Super. présentation. Merci Marc. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et on y répondra, en fonction de l'expert concerné, on y répondra en fin de webinaire. Je vais pouvoir maintenant passer la parole à Benoît. Je peux te laisser prendre le partage d'écran pour nous parler cette fois plutôt maintenance prédictive et industrie. Exactement, oui, je m'en occupe. Écran de tac. Voilà, ça doit être bon. Vous l'avez? Pas encore, mais ça doit être en cours. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner, ça doit pas être le bon écran. Là, je le vois, il est en tout en vert, le mien. Hum, Vous voyez rien du tout? non, on te voit toi, en fait tu partages ta caméra. Ok, parce que moi, sur mon écran, c'est bleu. Ah, attendez, partagez là. Ouais, je pense que ça a changé. Là, vous voyez quelque chose? Bah, on voit un autre écran, mais cette fois-ci il est noir. Ok, on va On y va arriver. y arriver. Ça marchait avant? Et oui, ça marchait tout à l'heure, donc on va forcément, C'est pas possible. là c'est la messagerie, je pense. Ok. Je pense que c'est pas le bon écran, Ah, là, vous voyez la messagerie. Ah, oui. donc c'est bon alors. Ça va arriver. Allez, ouvre-toi. Les joies du direct. Peut-être trop de trucs d'ouvert. Oh, c'est pas possible. Après, si tu veux, je peux partager, mais moi je pense que sur le mien, je suis pas sûre qu'il y ait les vidéos. Si aussi, mais attends, je vais y arriver. Ou si je perds trop de temps, tu vas le faire, mais je comprends pas. Alors, il est où? Ah, Là, ouais. c'est bon? Je pense que ça a l'air bon. En tout cas, on voit le PowerPoint, c'est juste qu'il est pas en plein écran, il est arrivé en plein écran. C'est Bon, voilà, bon? on y est. Alors, bonjour à tous, moi c'est Benoît Hulot. Je travaille pour le groupe Renault et je suis basé à l'usine du Mans. Et en fin de compte, je suis dans une direction du Technocentre, mais je reste au Mans pour tout un tas d'essais qu'on fait. Enfin, on fait des essais et de la mise en production. Et je fais partie de l'industrie du métaverse. On va retrouver tout ce qui est automatisme robotique, collection de données pour en faire des modèles de prédiction de maintenance, modèles de prédiction de panne. Et moi, je suis en charge de mettre en œuvre des détections d'anomalies par l'acoustique et des assistants vocaux également. C'est-à-dire remplacer des saisies manuelles sur des formulaires en, en parlant plutôt, en utilisant la voix plutôt que de trimballer le papier, le crayon. Maintenant, l'opérateur annonce les défauts qu'il a vus sur le véhicule. Voilà. Et en fin de compte, notre direction, là, on est quand même pas loin de 400-500 personnes. L'idée, le fil conducteur de ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de faire un jumeau numérique des chaînes de production, aussi bien en usine de mécanique qu'en usine de montage véhicule. Voilà, c'est ça notre intention. Nous, notre projet, on l'a appelé finalement l'oreille augmentée des opérateurs. Moi, comme je vous disais, je travaille plutôt à l'usine du Mans, une usine de mécanique. On va faire l'emboutissage de tôleries. On va faire
une fonderie, on va fabriquer des disques de frein et des tambours. Et on va les usiner derrière. Et au niveau des tôleries, on va faire des assemblages mécano-soudés pour en faire des bras inférieurs, des berceaux avant de véhicule ou des trains arrière. Donc, et en fait, on a des lignes extrêmement automatisées. Et en fin de compte, on se retrouve avec des opérateurs qui sont plutôt des conducteurs de ligne, où en fin de compte, ils ne sont pas devant leur machine et les machines émettent des bruits quand elles sont défectueuses ou quand on commence à faire des pièces mauvaises. Le groupe Renault aussi a remarqué quelque chose d'assez, je vais revenir sur le slide d'avant, quelque chose qui nous gêne énormément, c'est que il est clair qu'on est en train de perdre des compétences au niveau des opérateurs de production. C'est fini d'avoir quelqu'un qui va travailler pendant 20 ans dans un atelier et qui, en fin de compte, va connaître parfaitement son métier, parfaitement les process. Donc l'idée, c'est comment essayer d'enrichir et comment essayer de capter cette compétence. Et l'idée, ça serait de mettre des systèmes d'IA, des assistants opérateurs, que les opérateurs eux-mêmes vont pouvoir entraîner. C'est pour ça qu'on les appelait, le titre d'avant, les oreilles d'or des opérateurs. Alors, le premier cas d'usage qu'on a utilisé, alors on a travaillé avec déjà, quand on a eu l'idée, mais à l'intérieur de Renault, on n'avait pas forcément les compétences de développer cette solution-là. On a choisi des partenaires, et celui qu'on a retenu, c'est Bonsaï. C'est un partenaire français, c'est une petite start-up qui est basée à Versailles. Et en fin de compte, elle a développé un prototype nous permettant en fin de compte de mettre en œuvre et de le connecter à une machine de production réellement, un système de détection d'usure de plaquettes d'usinage lorsqu'on fait du fraisage ou du tournage. On est parti sur ces process d'usinage parce qu'on en a plein d'autres, mais il fallait bien qu'on se fixe quelque chose pour faire un premier prototype avec eux. Donc, voilà un petit peu le principe d'avoir un coffret avec un PC, un micro PC dedans, une carte son capable d'avoir 4 microphones, connecté à l'automate, bien entendu, parce que la détection de l'anomalie, nous, on va interagir directement sur la machine, c'est-à-dire stopper la production, alerter l'opérateur. Pas question de continuer à faire des pièces mauvaises. Et l'alerte opérateur, il va pouvoir la visualiser et il va pouvoir aussi, au démarrage d'un cas d'usage, interagir sur le résultat. Si en fin de compte, l'opérateur n'est pas d'accord ou que le système nous a déclenché des faux positifs, on va pouvoir annoter directement sur l'interface tous ces enregistrements de manière à continuer d'enrichir le dataset et donc de pouvoir réentraîner des modèles de détection. Alors, ça nous a pris pas loin d'1 an et demi, 2 ans quand même, en partant de rien du tout, d'une feuille blanche. La boîte noire, c'est un peu l'algorithme de la société Bonsaï, c'est un peu son savoir-faire. Donc, les algos qu'il y a dedans? C'est des algos plutôt non supervisés, c'est-à-dire qu'on va démarrer un cas d'usage avec que des enregistrements bons, et c'est au fur et à mesure des anomalies écoutées et entendues, et détectées par le système que l'opérateur va les classifier afin d'améliorer les modèles de détection. La box Sonia, en fin de compte, elle est ici, elle est dans son contexte, dans sa machine, elle est là. C'est un petit coffret. À l'intérieur, vous allez retrouver ça dedans. Un micro PC Linux, un écran tactile que vous voyez ici à gauche, et une carte d'entrée pour 4 microphones. On est sur la détection acoustique audible parce qu'on est sur les fréquences de jusqu'à 20 kHz seulement. Maintenant, on est vraiment parti du principe, si un poste opérateur, si l'opérateur il dit ah bah moi si je restais devant, j'entendrais les défauts de la machine. Donc on est parti de ça, de ce constat-là. Donc à partir du moment que c'est audible, ça doit être faisable. Et là, un microphone, en fin de compte, qui va être situé à l'intérieur de la machine et qui écoute
la phase qu'on souhaite contrôler. On ne fait pas que d'écouter en permanence H24/24 le fonctionnement de la machine. On a ciblé en fin de compte ce qu'on veut détecter, c'est-à-dire c'est l'usure de plaquettes d'usinage sur du fraisage. Et également détecter des casses de plaquettes. Bon, l'interface utilisateur, c'est ça. Donc surtout ce qui est important, c'est qu'on est vraiment avec un fonctionnement totalement edge, c'est-à-dire qu'on n'est pas connecté à un cloud. Tous les enregistrements restent localisés dans ce micro PC. Les algos qui tournent sont dans ce micro PC et en fin de compte, on cherche surtout à avoir une réponse aux enregistrements ultra rapides, inférieurs à 100 millisecondes, de manière à donner à l'automate le résultat. Est-ce que c'est une pièce bonne ou est-ce que c'est une pièce mauvaise ou est-ce qu'on a détecté quelque chose d'anormal? Donc là, c'est toute la config du système à l'intérieur. Donc on a une base de données et après on a des agents de qualification qui, lui, va détecter des casses d'outils ou des agents de production permettant, lui, de faire de la prédiction de maintenance. En compte, sur une fraiseuse ou un tour, on va mettre une plaquette et la donnée constructeur de ces outils-là, dire par exemple, vous pouvez faire 500 cycles. Et tout le monde, enfin lui, il a pris sa marge sécurité, parce que bien entendu, s'il met une fréquence d'échange assez basse, alors on est sûr de ne pas faire trop de mauvais, mais lui, on va lui en acheter beaucoup plus. Les techniciens qui mettent ça en place, ils prennent une marge également, et on se rend compte qu'on change des outils, mais on pourrait aller plus loin. Donc nous, ce qu'on a mis en œuvre avec Bonsaï, c'est une surveillance de l'usure des outils par l'acoustique. Et là, on arrive des fois, par moment, à tripler le temps d'usage des outillages. Je ne dis pas l'économie. Donc là, c'est une autre, comment dire, c'est un autre slide montrant un petit peu l'organisation du système Bonsaï iDetect 4.0. Alors notre box, on l'a nommé également Sonia, SOINIA. Les cas d'usage de l'industrie. Bah, il y en a beaucoup, hein. En fin de compte, on peut aller partout avec ça parce que les process génèrent du bruit et par moment, s'ils génèrent du bruit, on sait qu'on fait quelque chose de. On fait des pièces mauvaises. On a les process d'usinage, comme je viens de vous parler. On a tout ce qui est les process d'assemblage de caisses de voitures, de châssis, la soudure à l'arc, soudure par résistance, le riftage, l'abrasure laser. Et par exemple, nous, on a beaucoup de soudure à l'arc à l'usine du Mans pour assembler des tôles. Et des experts de la soudure, quand ils sont à côté d'un robot soudeur, rien qu'à l'oreille, ils savent si la soudure est bonne ou mauvaise. Donc, plutôt que de laisser ça courir sur nos machines de production, si on peut faire la même chose, avoir ces oreilles d'experts à l'intérieur des îlots et stopper le plus rapidement possible dès la première pièce mauvaise, eh ben, en fin de compte, on gagne en productivité, on gagne en pièces qu'on doit mettre à la poubelle parce qu'on ne peut pas les retoucher. Après, à nous de cibler des cas d'usage où il y a un retour sur investissement, bien entendu, parce que on ne va pas être capable d'aller partout dans tous les systèmes. Donc après, on poursuit sur les process de montage, l'emmanchement, articulation, le clipsage, les connexions, le vissage. On a aussi un petit peu en termes de banc d'essai de qualité, écouter une boîte de vitesse qui fait du bruit avec des bruits de pignonnerie. On a un gros enjeu, alors on y va étape par étape, hein. On a un gros enjeu, c'est aussi d'aller capable de détecter comment dire, la bonne connexion de connecteurs électriques lors d'assemblage de batteries de voitures électriques et lors d'assemblage de tout ce qui va être le boîtier d'électronique de puissance, tout ce qui va piloter le moteur électrique dans la voiture. Il y a énormément de câbles, il y a énormément de connecteurs. Tout ça finit dans des capots étanches. Et s'il y a une connexion qui est mal faite, c'est une panne véhicule assurée. Et c'est assez complexe à démonter tous ces carters. Donc, on veut assurer
une qualité optimale. Et ces connexions-là, elles sont plutôt faites encore à la main. On n'a pas su encore les automatiser. Et on cherche à avoir une surveillance du bon clipsage. Donc, on a dans l'idée d'essayer de développer une espèce enfin, un device, on ne sait pas trop. Ce serait plutôt une montre qui embarquerait des microphones, des accéléromètres, des centrales interstitielles et capable de détecter le bon clipsage fait par un opérateur à la main. Alors surtout sur les véhicules, hein, alors sur des postes fixes, comme le montage de batterie, pourquoi pas y aller avec des microphones ou pourquoi pas des antennes acoustiques comme vous m'avez montré avant. Mais sur une chaîne de montage voiture qui avance au défilé, là, on est incapable de mettre un capteur fixe à un poste parce que l'opérateur ne travaille jamais tout à fait au même endroit. Donc c'est pour ça qu'on souhaite essayer de l'embarquer. Là, je reviens sur le cas d'usage où on a mis cette box, enfin ces deux box en série, nos deux box Sonia. Donc c'est un îlot de fraisage d'essieux. Voilà, une fraise, c'est ça, avec des plaquettes d'usinage qui valent 10 € chacune et qu'on change souvent. Là, c'est ce qu'on vient usiner. C'est le côté d'un essieu. Là, c'est toutes les balancelles, des fois, quand on fait des mauvaises. Alors, c'est des pièces de 30 kilos et puis là, des emballages qui pèsent plus d'une tonne. Je vous dis pas le tri quand ça commence à dysfonctionner. Et là, on était sur un îlot avec totalement automatisé en termes de chargement de la pièce qui va dedans et un opérateur qui n'est pas du tout posté. Donc là, les microphones qui sont à l'intérieur, oui, font office en fait compte d'un opérateur posté et qui écoute la machine et qui est capable d'arrêter quand ça dysfonctionne. Voilà. Donc, objectif, détecter si une plaquette casse et d'être capable de faire une prédiction d'usure des outils pour remplacer un fréquentiel fixe qui nous coûte très cher et essayer de diviser par 3 on va dire, l'achat des plaquettes à l'année sur ces lignes-là. Au niveau de l'interface Bonsaï, voilà à quoi ça va ressembler. On a deux microphones, parce qu'on a deux robots qui usinent l'essieu de côté gauche et droite en simultané. Je regarde l'heure qu'il est. Vous me dites stop hein, quand c'est. Là, vous avez en fin de compte, les essieux, ils sont numérotés unitairement. Et vous avez le résultat acoustique côté robot 1 à gauche et côté robot 2 à droite. Et là, dans les premières phases d'entraînement, on avait plutôt que des enregistrements OK. Et là, on avait un inconnu. Alors, avant d'activer que chaque inconnu va arrêter la machine, le fabricant, enfin l'usine de fabrication dit Benoît, tu vas pas m'arrêter dès qu'il y a un inconnu, sinon ça va être long, le truc. Donc, on fait plutôt un entraînement sans action sur la machine au tout départ, la première semaine. Et on demande aux opérateurs d'interagir tous ces inconnus, d'aller voir la pièce, est-ce qu'elle était bonne, les plaquettes, est-ce qu'elles sont bonnes, ou de réécouter dans le bureau la bande sonore. Alors eux, à force d'écouter ça, ils s'entraînent et ils savent dire c'est bon ou c'est un mauvais. Et puis justement, d'inverser la tendance de la décision de l'IA en lui disant non, bah là tu t'es trompé, c'est pas un inconnu, c'est un bon, ou finalement c'est vraiment un mauvais. Et avec ces décisions de vouloir réorienter les enregistrements dans le dataset, permettent de lancer directement sur sur le PC de la ligne, de lancer des entraînements, nouveaux entraînements de modèles. Il en lance 10 à chaque fois et en fin de compte, il nous propose le meilleur candidat capable de faire améliorer la détection de ces anomalies-là. Voilà. Et puis à droite, ici, là, vous avez le suivi en fin de compte d'usure de la tête du robot 1 et la tête du robot 2 au niveau du. Voilà. Alors donc ça va être ça. Donc les premiers, c'est détection des casses d'outils et le second, c'est la prédiction maintenance d'usure des plaquettes d'usinage. Donc là, tout l'historique. Et là, on a zoomé sur celui-là hein, qui a déclenché l'usure à 177. Alors avant, à l'origine, on était à 80 pièces maxi. C'était le fréquentiel fixe qui s'était donné. Et donc là, on voit cette courbe tendance. C'est au moment où on croise le seuil de déclenchement du modèle de détection, eh bien, on fait un changement automatique
de l'outil et on appelle l'opérateur. Voilà. Voilà. Et on peut reprendre également ces cycles-là si on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. On dit, bah voilà les types de modèles qu'on voudrait que tu t'entraînes avec pour la détection d'usure. Benoît, on va peut-être terminer sur la partie rentabilité, enfin la partie justement impact. Oui, tout à fait. Alors, rentabilité, l'impact, il est énorme. Non seulement, déjà, on permet de surveiller les process d'une autre manière qui n'existait pas. C'est vrai que nous, dans le groupe Renault, on essaye de mettre un peu tous les sens en éveil des opérateurs. On a beaucoup d'imagerie avec les contrôles par caméra. Là, on a l'acoustique maintenant. On a tout ce qui est vibration, ça va être le toucher, des capteurs vibratoires sur les sentiers plutôt de grosses machines, des presses d'emboutissage. Et puis, ben, on sait qu'on est aussi en lien avec des partenaires qui font de la détection de gestuels, euh, en mettant des points sur les différentes articulations, en filmant un opérateur, et on est capable de détecter qu'il a pris la pièce, par exemple, dans la bonne case, pour après aller les mettre au bon endroit sur la bonne voiture. Voilà. Et on sait très bien que si on allie tous ces sens d'un opérateur pour le contrôle de montage d'un véhicule, ben, on doit être capable de lui dire là, tu as oublié de faire quelque chose. Voilà, ça va prendre du temps, mais en fin de compte, c'est là-dessus qu'on est parti. Et donc, on intègre aussi dans le système un Grafana, un tableau de bord permettant de voir en live le coût plaquette avec le nombre utilisé. Voilà. Et puis nous, on a passé un jalon. Notre box, elle est devenue un standard Renault. Et vous voyez, par exemple, sur les ISO de fraisage, on gagne 109 000 euros par an, le fait d'avoir fait ça. Je m'arrête là, parce que je pourrais en parler des heures. Oui. Merci beaucoup, c'était passionnant et c'est vrai qu'on voit que ça peut engendrer des montants aussi très intéressants. Merci beaucoup à tous les trois. On n'a pas de questions dans le chat, mais de toute façon, là, on va lancer un questionnaire où les participants vont pouvoir répondre justement par rapport au webinaire. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez être mis en relation avec l'un ou plusieurs des intervenants, voilà, nous, on se fera un plaisir de vous relayer les contacts pour que vous, justement, vous puissiez peut-être aller un peu plus loin sur l'un ou l'autre des sujets qui vous aura intéressé. Je vous remercie vraiment beaucoup tous les trois d'avoir pris ce temps ce matin pour nous parler de ces sujets qui sont vraiment très, très intéressants. Le replay sera disponible dans quelques semaines. Vous aurez l'occasion de pouvoir le diffuser. Et ben, je vais vous souhaiter aussi surtout un très bon appétit et une très bonne journée. Et à bientôt pour un prochain webinaire ID for Mobility. Au revoir. Allez, merci à tous. Au revoir.